plus vous étudiez la musique, plus vous arrivez à repérer, tiens, ça c'est du hautbois, ça c'est du violon, ça c'est du violoncelle. La dégustation, c'est pareil. C'est une forme d'attention et de connaissance. Vous êtes tous à même de vous attacher, de vous attarder à conscientiser ce que vous sentez. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Là, on continue avec une table ronde où Morgane Deschner, que vous avez vu juste avant sur l'histoire du café, va animer. Avant de passer la parole à Morgane, je voudrais vous annoncer, donc vous êtes sur la conférence L'art de déguster un bon café. Et en fait, le but de cette table ronde, c'est de vous faire un petit peu toucher du doigt toutes les sensations et la dégustation comme on pourrait l'avoir peut-être sur d'autres boissons comme le vin. Et avec les experts divers et variés que Morgane va introduire, j'espère que vous en sortirez plus instruits et en tous les cas plus exigeants quand vous allez déguster des cafés dans des coffee shops, mais aussi dans des restaurants, des hôtels. N'oubliez pas de challenger toujours le restaurateur en lui demandant à la fin du repas: que servez-vous comme café? Morgane, à toi. Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous. Bonjour Pierre, bonjour Viva, bonjour Alexis. On est ravis de cette table ronde sur l'art de déguster un bon café. On va commencer par définir rapidement les termes. Je vais juste vous présenter rapidement. Donc, je vais commencer par Viva. Viva Lenoir, qui est la directrice aujourd'hui de la maison des éditions Jean Lenoir, qui édite un certain nombre de coffrets qui permettent de travailler sa mémoire olfactive. Donc, à la fois le premier, le nez du vin, puis le nez du café, des pionniers qui sont diffusés de par le monde. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle édition augmentée, et aussi le nez du whisky. Voilà, donc aujourd'hui, on va pas parler du nez du café spécifiquement, on va parler de l'olfaction, etc. Alexis, tu as travaillé pendant un moment chez Delonghi et aujourd'hui, tu es fondateur de la Maison du Barista, qui est un établissement que tu as fondé. Vous êtes 2 associés et qui est pas très loin de République, qui propose notamment des expériences et tu nous en diras plus. Je pense que ta révélation, si je ne me trompe pas, elle a été sur du filtre notamment. Et Pierre de Chantrac, bon, c'est difficile de te présenter sans faire un pédigré comme ça. On va dire que tu es un passionné du goût, esthète quand même. Tu as gagné à peu près toutes les compétitions à laquelle tu t'es présenté. Et celle qui révolutionne un peu, peut-être, je sais pas, probablement ton approche aussi, qui est le concours de CSV, donc Ibrick, qui est ce magnifique dispositif qu'on voit sur la table. Donc, l'art de déguster un bon café, j'aimerais qu'on parle d'abord d'un terme qu'on va peut-être moins utiliser ensuite, qui est qu'est-ce que c'est un bon café. On va faire très court pour vous laisser la parole circuler. Moi, je dirais bon, propre et juste, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Viva, je te laisse commencer sur un bon café. Un bon café, c'est celui qui vous plaît. C'est si vous aimez des robustas très très serrés, très amers, ou des riotés, ou des 100% arabica, c'est un bon café en soi. On peut ne pas être d'accord sur ce panel, hein. Malheureusement, je suis d'accord avec toi, c'est très personnel. Mais le goût de façon générale, donc aimez ce que vous buvez. Ouais, bon, moi je suis toujours un peu plus nuancé bien sûr, mais je pense que quand on questionne la notion de bon et de mauvais, on peut écrire des livres dessus entiers pour définir ces notions-là. On peut faire des bibliothèques olfactives pour s'aider à mieux comprendre ce que c'est que le bon. Mais déjà, en résumé, moi je dirais quand même un bon café, c'est déjà quelque chose qui n'est pas agressif, qui n'est pas générique, qui n'est pas violent. Finalement, le bon, et quand on parle de dégustation, on l'observe vraiment, c'est déjà quelque chose que l'on reçoit facilement. Et bien souvent, on parvient à boire des cafés très violents
avec l'habitude, avec l'âge, avec l'expérience, et c'est normal quand on a été surtout confronté qu'à ça. Mais déjà, le bon, c'est premièrement, pour moi en tout cas, c'est déjà la douceur, la facilité. Donc je suis plutôt d'accord. Pour moi, le bon café, c'est celui dans lequel il y a une intention. Je pense qu'il y a cette idée d'intention aussi. Et peut-être que soit une intention à la fois dans la production, soit une intention dans la façon dont il a été préparé, soit une intention dans la façon dont il aura été cuisiné ou autre. Je pense qu'il y a ça, et peut-être qu'on reviendra sur la notion d'intention. Viva, j'avais cette question pour toi. Est-ce que tu peux nous repréciser, parce que quand on parle de déguster, on est d'accord qu'on va solliciter à la fois le goût, donc tout ce qui va être des saveurs, des papilles, etc. Il y a aussi l'olfaction et il y a aussi le toucher, puisqu'il y a toute la partie de la somesthésie, enfin le somatosensoriel, le piquant, le mentholé dont tu parles dans ce bouquin, etc. Est-ce que tu peux nous parler du sens de l'olfaction et comment est-ce qu'il a été un sens qu'on a complètement mis de côté? Peut-être on parlait d'une perspective historique un peu quand on préparait. Effectivement, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que 80% de la dégustation, quel que soit ce que vous dégustez d'ailleurs, est véhiculé par l'odorat. Alors on se dit oui, mais moi je sens mieux avec la bouche qu'avec le nez, ou alors ah bon, je suis pas d'accord, pas de problème, laissez-moi vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que on estime que l'odorat, on le délimite souvent à juste l'olfaction orthonasale, c'est-à-dire je mets un truc sous le nez, je le sens, ah tiens, voilà l'odorat. En fait, l'odorat, ça comprend aussi une énorme partie qui est l'olfaction rétronasale, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez dans votre bouche va impacter le même système, qui est en gros l'épithélium olfactif, et qui va donner les informations. La seule information que seule la bouche va délivrer sont, d'un côté, effectivement, tout ce qui est tactile. Est-ce que c'est piquant, aqueux, huileux, astringent, voilà, tout ça. Et les saveurs, salées, sucrées, acides, amères, umami. Maintenant, pour revenir à ta question précisément, l'une des idées qui a fait qu'on ne découvre que très tard, scientifiquement, tous les ressorts de l'olfaction, ça date même de l'Antiquité. Puisque, dans son traité De Anima, Aristote avait jugé que l'olfaction était le sens le moins intéressant, le moins prévalent pour faire d'un homme un homme. Qu'en gros, tout était à percevoir par la vue, que c'était le sens dominant. C'est le premier de son chapitre et l'odorat arrive tout à la fin. Historiquement, c'est intéressant de s'attarder là-dessus parce que on réalise que, en partant de ce principe, les études scientifiques vont pas être extrêmement poussées sur un sens qu'on estime surtout être l'attribut des animaux. Et si on va plus loin, on se rend compte qu'au fur et à mesure des siècles, que ce soit Emmanuel Kant qui va vous dire que oh mon Dieu, l'odorat en fait c'est quelque chose qui nous rapproche de l'animalité, puis ça peut être une source de plaisir, donc le plaisir c'est le mal. Emmanuel Kant était un mec très sympa à avoir en soirée. Et ça se retrouve après chez Freud qui dit que finalement on a perdu notre sens olfactif puisqu'on est passé de 4 pattes à 2 pattes. Donc on a moins besoin de communiquer les informations par l'odorat. Et il faut attendre finalement le 19e siècle avec Nietzsche qui dit que mon génie est dans mes narines. Et de comprendre que l'olfaction, c'est ce qui fait partie de votre âme. Et on comprend une odeur quand on l'a déjà sentie et qu'on arrive à la relier à quelque chose d'émotionnel pour nous. Donc le sens olfactif, c'est extrêmement riche. Et c'est quelque chose qui gagne à être scientifiquement analysé et compris. Merci Viva. Ça paraissait important. Donc déguster, peut-être que tu veux nous parler du goût ou de ce qui va faire que quelqu'un va aimer, ou comment on va apprendre à déguster justement. Est-ce que tu voudrais préciser ça ? Oui, déjà déguster, c'est réapprendre à observer avec tous ses sens ce qu'on nous propose, ce qu'on a devant soi, et peut-être se reconnecter avec cette animalité justement décriée par le passé, se reconnecter avec ses sens intimes. Déguster, c'est observer. Notre meilleur outil pour observer un café, si on parle de ça, ou en tout cas un liquide, ce sont bien évidemment les odeurs. Et s'attarder dessus, s'attarder sur une olfaction rétronasale ou orthonasale, s'attarder sur tout ce qui se passe en sensation. C'est finalement le meilleur moyen de commencer à déguster, de commencer à apprécier le goût. Finalement, je te rejoins sur ce que tout à l'heure tu parlais d'intention. Là, je vais plutôt employer le mot attention. Faire attention à ce que l'on reçoit, c'est le premier moyen. Et c'est la raison déjà pour laquelle, bien souvent en coffee shop, on utilise des petits ressorts simples, qui est de dire, par exemple, quand quelqu'un nous demande du sucre, de dire peut-être goûtez-le avant. Vous allez voir que peut-être aujourd'hui ce café n'est pas amer ou il est moins que ce à quoi vous avez l'habitude. Et tout simplement, ce petit geste, cette petite incentive, elle va faire en sorte que la personne observe ce qu'elle reçoit et se rend compte que non, finalement, dans cette tasse-là, il n'y a pas d'amertume, il y a des choses à contempler et qu'on n'a pas besoin de la corriger. Voilà, déjà poser son regard
poser son regard et sur ce sens qui fait 80% de nos perceptions, savoir aussi le mettre en sourdine pour justement laisser la part belle à toutes les autres stimulus et à tous les autres sens, comme tu disais à l'instant, en fait. Ce serait un peu ça. Oui, on sait aujourd'hui que la dégustation, c'est une perception qui est multisensorielle. Donc, on déguste avec tout ce qui impacte. Là, vous avez peut-être, je vous le souhaite, goûté beaucoup de café, comme nous tous, très surcaféinés dans ce salon. Et vous avez peut-être remarqué que, en plus, avec tout ce bruit, bizarrement, tous les cafés étaient un peu secs, un peu durs. Et puis, il fait chaud et vous avez rencontré des amis, vous avez marché beaucoup parce que pour venir du métro, c'est super loin. Du coup, vous avez soif. Du coup, vous dites, c'est bizarre, les cafés m'agressent. En fait, c'est normal parce que on n'est jamais neutre quand on goûte. On goûte en fonction de ce qu'on a mangé avant, de notre état de fatigue, de notre état d'anxiété. Là, il y a beaucoup de stress avec ce bruit, cette lumière, etc., qui est pas naturel. Et du coup, tout ça, ça va impacter la dégustation. Donc forcément, l'art de déguster, c'est aussi l'art de comprendre comment on déguste et de se mettre dans des bonnes dispositions pour déguster. Et c'est en ce sens que une compréhension, une intelligence de la dégustation est de mise si on veut vraiment mieux déguster, comprendre qu'on goûte avec des biais, c'est-à-dire on goûte pas toujours de la même manière, et s'éveiller à l'analyse sensorielle. Le mot analyse sensorielle, il peut paraître un peu dur pour des gens qui sont pas professionnels, si certains d'entre vous ne le sont pas, mais justement des outils comme le nez du café ou alors simplement le fait de sentir les choses et d'isoler une odeur de citron, une odeur de des choses de la vie, ça nous permet d'aiguiser nos sens et de s'emparer d'outils pour pouvoir mieux goûter tout simplement et en toutes circonstances. Ouais. Donc en fait, il y a une partie, comme tu viens de dire, il y a une partie qui serait dans l'hédonisme, dans la dégustation, dans le rituel, dont on va peut-être reparler un petit peu. Et il y a aussi une partie qui serait beaucoup plus normative, qui est celle de l'analyse sensorielle. Et en fait, les deux peuvent se complémenter et les deux peuvent être séparés aussi. En tout cas, dans la partie analyse sensorielle pour les professionnels du café, sur l'art de goûter plutôt que de déguster. Pour moi, dans le déguster, il y a une histoire de... Alors, c'est peut-être une sorte de délectation, quoi. Il y a un truc dans cette façon de formuler les choses. Donc, plutôt que de goûter, de surgoûter, on a des protocoles, on a des façons de faire qui sont très normées, très orthonormées. Comment à la maison du barista, et d'où ça vous est venu cette idée de proposer des expériences, en fait? Et comment ça peut justement répondre, en fait, à cette histoire dont parlait Pierre, savoir le fait de se mettre en situation, d'avoir son attention? Pour rejoindre un peu ce que vous êtes en train de dire, déguster, pour moi, ça appelle aussi la curiosité. Quand on déguste, c'est une façon de consommer un aliment qui est différente que simplement manger ou boire pour des raisons vitales. C'est là où nous, on voulait ajouter, parce qu'on est en France, on parle de gastronomie, on parle d'accords vin et mets, et on voulait ajouter ce petit twist en plus au café où on peut créer des accords avec des cafés et des mets, quelle que soit la méthode d'extraction, qu'elle soit espresso, café filtre, café à la turque, et quels que soient les accords, qu'ils soient sucrés, salés, et qui viennent de la mer ou des produits animaux. Enfin bref, tout est possible tant qu'on va chercher l'accord parfait entre deux mets. Donc ça prend du temps, ça demande beaucoup de concentration et de curiosité. Mais à la fin, on arrive à créer des nouvelles expériences qui magnifient le café et arrivent à magnifier aussi l'accord qu'on propose. C'est le fameux 1 + 1 = 3 dans le goût, où on vient créer un nouveau goût, un nouveau tactile, directement en bouche avec l'accord des deux, du café et du mets. Merci. Comment justement on peut donc il y a la façon, quand on préparait, Pierre, tu parlais de l'art de faire et de l'art de déguster. On parle moins de l'art de faire, même si on en reparlera un petit peu, mais comment est-ce que justement on va mettre les gens en condition pour leur proposer de goûter ce 1 + 1 = 3. Comment tu décrirais ça? Parce que dans les championnats de France ou les championnats du monde et les multiples que tu as fait, en fait, tu crées une espèce un environnement, une disposition qui va ritualiser d'une certaine façon l'expérience, ouvrir des perspectives, parler à l'imaginaire, faire voyager. Comment tu nourris ça et qu'est-ce qui fait pour toi qu'une expérience peut se faire et justement qui tu mets dans une disposition pour bien goûter, en fait? Il y a énormément de leviers. Si on se concentre sur la compétition et les leviers qu'on actionne pour qu'un juge reçoive de manière optimum l'information qu'on souhaite délivrer, la première chose, c'est de le mettre dans une disposition qui est confortable. Vous n'êtes pas à l'aise pour goûter debout. Vous êtes plus à l'aise pour goûter quand vous êtes assis. Vous êtes plus à l'aise pour goûter quand vous avez de la place. Vous êtes plus à l'aise pour goûter quand la personne qui est en face de vous sourit, quand vous vous sentez bien. Donc en fait, on utilise tout un tas de ressorts qui sont plutôt des ressorts de confort pour mettre l'autre dans une disposition à recevoir. Et ensuite,
ce qu'on utilise beaucoup, c'est le fait d'annoncer, c'est-à-dire de préparer le cerveau de la personne qui est en face de nous à connecter avec une information. Par exemple, ce café a un goût de fraise. Et donc, naturellement, je vous aide à faire ce chemin-là quand je goûte, mon cerveau reçoit ce stimuli, comme en parlait Viva, et l'associe à sa mémoire et dit, OK, effectivement, j'ai une note de fraise. Si je ne vous donne pas cette information, vous aurez plus de mal à trouver que c'est une note de fraise puisque vous aurez à faire tout ce chemin-là tout seul parmi toute la mémoire que vous avez. À l'inverse, et on nous le dit souvent, oui, mais Pierre, c'est super, mais tu me dis que ce café a une note de fraise, t'es un super barista, forcément, je vais trouver des notes de fraise. Eh bien, en fait, l'expérience montre que pas trop. C'est-à-dire que si ça n'a pas un goût de fraise, bah, vous l'aurez pas parce que vous savez quel est le goût de la fraise. Donc, on utilise ce genre d'outils et après, on peut rentrer dans des détails beaucoup plus précis, à savoir jouer sur les couleurs. Par exemple, une tasse rose va évoquer des notes beaucoup plus fruitées, beaucoup plus douces, beaucoup plus sucrées. Tasses blanches ou noires sont globalement une catastrophe pour l'analyse sensorielle parce que ça amplifie les amertumes et globalement, ça nous donne une image peu gratifiante d'une tasse de café de spécialité. Donc, on joue là-dessus, on joue sur les sensations tactiles. Ça me permet donc là, c'est un kit pour faire des briques, donc du café turc que j'ai designé pour la marque Loveramix qui font de la céramique. Voilà, des tasses spéciales pour la dégustation et donc on a en fait pensé à tous les aspects qui magnifient la dégustation, à savoir la bonne épaisseur pour avoir la bonne température, la bonne sensation tactile avec le bon grain pour que ce soit lisse, parce que vous avez peut-être fait l'expérience quand vous avez une tasse qui est rugueuse entre les mains et que vous buvez quelque chose, vous avez une perception, un grain, une sensation tactile, une aspérité, alors que ce que vous buvez n'est pas forcément granuleux, ni amer, ni astringent, mais simplement vous êtes en perception multisensorielle et donc forcément ça impacte. Donc voilà, tout genre de choses, c'est des choses qu'on étudie pour mettre l'autre dans une bonne disposition, mais pour rejoindre ces notions d'attention et d'être disposé à bien goûter, avant tout, il faut avoir envie, il faut être propice à recevoir. Je pense qu'on a tous cette expérience d'être passé à côté de quelque chose. Ça vous arrive on met une grande bouteille de vin, comme on pourrait mettre un grand café, mais le vin parle à beaucoup de gens, une grande bouteille de vin à 100 personnes, quelqu'un qui est très amateur, averti, va être capable de la déceler, et quelqu'un qui en a moins l'habitude va peut-être simplement la boire. Et en fait, le fait d'être disposé à recevoir quelque chose de beau, d'être attentif, c'est déjà la première clé pour pouvoir apprécier ce qu'on a en face de soi. Et l'envie, bien sûr, puisque on le sait, et c'est une des clés de la dégustation, c'est peut-être la plus importante, c'est que finalement, on n'est jamais meilleur goûteur que quand on prend plaisir. Et une des clés majeures pour devenir un meilleur dégustateur, mieux déguster, apprécier l'art de la dégustation, c'est tout simplement de prendre plaisir à cet exercice-là, de se connecter avec cette émotion. Et ce sont nos fameuses Madeleines de Proust. Ce sont ces souvenirs qui vous renvoient à votre enfance et qui vous rappellent ce gâteau que faisait votre grand-mère. C'est finalement un petit moment de joie qui est ancré dans notre rapport à l'odeur et à l'émotion. Donc plus on prend d'émotions, plus on est sensible, plus on se laisse être sensible. Parce qu'on est aussi souvent dans des réalités où on s'autorise pas à lâcher prise et à être vraiment sensible et à être touché par les choses. Mais plus on s'autorise ça, et finalement, mieux on déguste. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Il y a quelques jours de ça, je suis tombée sur une vidéo de McFly et Carlito qui étaient chez un sommelier qui leur faisait goûter et apprendre à déguster des vins. Alors, vous pouvez vous douter que c'était une ambiance potache. Eux-mêmes disaient qu'ils y connaissaient rien. Voilà. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette vidéo, au-delà du fait qu'ils utilisent le nez du vin, et merci pour ça, c'est le fait que, en fait, à un moment, on leur sert 3 vins différents avec des gammes de prix allant de vraiment premier access, milieu de gamme, et à un moment, je crois qu'on leur a servi un côte rôti. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est sympa. Ils étaient avec Natou et les 3 ont mis le côte rôti dans les plus mauvais vins. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est là où je rebondis sur ce que tu dis. C'est pas parce que c'est des tanches. Alors, un peu, mais pas uniquement. C'est essentiellement parce qu'en fait, le premier prix qu'on leur a servi, il est facile d'accès. Pourquoi est-ce que chaque année, on dit que le Beaujolais nouveau, il sent la framboise ou la banane ? Si ça sent la framboise, c'est parce que le cépage qui est utilisé, le gamay, a cette caractéristique de fruits rouges légèrement aigrelet qui va faire que ça sent la framboise. Pourquoi ça sent la banane ? C'est parce que le Beaujolais nouveau, il n'a pas de durée de vieillissement. On le sert quasiment dès qu'il a fait sa fermentation. Or, l'un des arômes principaux, l'une des molécules aromatiques principales de la fermentation, en tout cas sur le vin, c'est l'acétate d'isoamyle, qui est l'odeur de la banane. Donc, framboise ou banane. Vous en déciderez d'ici quelques mois. Mais c'est facile à percevoir. Donc, c'est quelque chose, on peut se raccrocher à ça. On peut facilement accéder à un souvenir qui nous est propre et on peut se dire « Ah c'est vachement bien !» Ça me plaît puisque j'arrive à en définir les contours. Le côte rôti. Le côte rôti, en fait,
Alors voilà, c'est que c'est un grand vin. Et qu'est-ce qui définit un grand vin au-delà de ses sensations tactiles? Ça va être sa capacité à vous raconter une histoire, d'avoir un nombre de caudalie, c'est-à-dire le nombre de secondes pendant lequel il va vous continuer à exprimer une odeur et un goût après l'avoir avalé. Ça va être la définition, la richesse qui va vous emmener. En fin de bouche, vous allez trouver des notes de sous-bois, vous allez trouver peut-être un peu de cacao, un peu de fumée. Mais en première bouche, vous allez trouver parfois des fruits confits ou des fruits noirs. Enfin, en gros, vraiment, vous allez avoir toute une espèce d'histoire ou de chanson qui vous est racontée. Sauf que cette pluralité d'informations-là, si on n'y est pas exercé d'une certaine manière, mais encore moins si on n'y est pas attentif, elle est extrêmement difficile d'y accéder. Donc tout ce qu'on a, c'est une espèce de bruit. En fait, le meilleur parallèle que je pourrais vous dire, c'est l'apprentissage de la dégustation, c'est écouter une symphonie pour la première fois. Au début, vous entendez la musique dans sa globalité, voire vous la raccrochez à la pub Groupama. Et puis, plus vous étudiez la musique, plus vous arrivez à repérer, tiens, ça c'est du hautbois, ça c'est du violon, ça c'est du violoncelle. La dégustation, c'est pareil. C'est une forme d'attention et de connaissance. Et j'aimerais juste terminer par quelque chose, c'est que souvent quand je raconte un peu mon métier, ce qui est toujours un peu chiant parce que à chaque fois on me demande qu'est-ce que tu fais, je suis obligée d'expliquer la totalité de la chose puisque le métier n'existe pas vraiment en soi. Sinon je peux dire alcoolique professionnel, mais ça donne parfois des mauvaises images. Le fait est qu'en fait le truc c'est que on me répond souvent ah ouais moi je suis nulle, je sais pas déguster. Ce que je réponds dans ces cas-là c'est moi je parle très mal chinois mais essentiellement parce que je l'ai jamais appris. Le sens de la punchline. C'est-à-dire, c'est ça aussi, c'est créer des images. Et ça fait un petit pont avec effectivement quelles sont les réactions et avec quoi on va le relier. Peut-être que tu voudrais préciser. Est-ce que tu pourrais préciser aussi, un peu comme Pierre l'a fait, comment vous créez ces expériences, mais surtout comment vous mettez les gens dans une disposition où ils vont pouvoir justement déguster. Peut-être que les gens reviennent ou qu'ils viennent juste une fois et à ce moment-là, il y a quelque chose de différent qui se tisse. Eh ben, comme chacun l'a dit, la disposition, on l'a fait sous plusieurs éléments. La première, ça va être le lieu. Donc, on n'a que 6 places assises, ce qui fait un endroit très intimiste et dans lequel il y a du partage et de l'écoute, où il y a du calme et du coup de la concentration. En préambule, par exemple, du menu qu'on fait, on va utiliser le nez du café pour préparer aussi qu'est-ce qu'un aromatique de pêche ou de fraises ou de fruits quelconques qu'on pourrait retrouver ensuite dans le café. Donc le fait de comprendre qu'il y a de l'aromatique en amont et de réussir ou pas d'ailleurs à la déceler commence déjà à mettre le consommateur dans je vais découvrir des choses que j'ai jamais senties dans un café ou que peut-être je ne prends pas le temps ou je me concentre pas assez pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière ma tasse. Et ensuite, on va quand même guider, comme Pierre, tu disais, avec des tasses bien spécifiques. Bien évidemment, pour l'hybrique, on utilise les tiennes, et plutôt les roses. Et on va jouer surtout sur le toucher, sur le visuel, sur l'auditif, et à la fin, bien sûr, sur le sensoriel. Je voulais juste amener quelque chose. Et je me dis qu'en entendant tout ça, on se dit bon, ok, faut être attentif, quoi. Bon, je vais faire attention la prochaine fois que je goûte. Ça paraît simple, presque simpliste, mais finalement, c'est hyper complexe d'arriver à ce niveau-là. Et puis, on apprend toute notre vie à mieux goûter, et c'est un chemin d'une vie entière finalement. Mais il y a quand même un outil hyper simple qui est formidable pour finalement apprendre à déguster, je trouve, apprendre à déguster n'importe quoi, apprendre à sentir n'importe quoi, c'est la comparaison. La comparaison, c'est quand même l'outil que nous, on utilise professionnellement d'ailleurs, le plus simple pour être capable de différencier des choses. Et quand effectivement, on est souvent confronté à cette réflexion de « mais moi, je n'y arrive pas, je suis nul en dégustation, je sais pas goûter, j'ai pas de palais », et ben finalement, on se rend compte que faire un exercice de comparaison, ça nous permet tout de suite d'isoler les choses. Faire de la comparaison, c'est quoi? C'est simplement goûter deux choses un tout petit peu différentes. Alors vous goûtez 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés côte à côte, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de goût café. Qu'en fait, chaque café a des notes différentes. Que chaque café a des niveaux d'acidité différentes. Que chaque café a des niveaux de douceur, de sucrosité différents, ou d'amertume, ou de longueur. Et donc en fait, la comparaison, quand on n'y connaît rien, et même quand on y connaît beaucoup, c'est quand même un outil génial pour aiguiser ses sens et se faire une meilleure définition des choses. Voilà, en exercice simple. Donc tu viens de dire il n'y a pas de note café, mais il y a quand même une note café, en fait. C'est de la même façon qu'entre une pomme, je sais pas, la L-Star par exemple, et la Canada, ce sont 2 pommes. Tu les reconnais comme pommes, et pour autant, elles ont des goûts différents, peut-être des niveaux d'acidité qui sont semblables, mais elles ont quand même le goût de pomme. Ce ne sont pas des pois.
J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Plus un café est bon, meilleur est le café, moins il a un goût de café, dans le sens où dans un goût de café, on dénomme une notion assez générique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un goût de café? C'est un goût de grain qui contient, d'arabica, on va dire, on va simplifier, on va rester sur l'arabica. Donc les molécules inhérentes qu'on a dans tous les grains d'arabica, torréfiés. Principalement, ce qu'on goûte quand on goûte un café, c'est un grain de café et surtout un grain torréfié. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez déjà sûrement tous goûté et vu, il existe plein de substituts au café. En France, on connaît très bien la chicorée, mais il en existe plein d'autres. Les grains de figues torréfiés, il y a plein de choses, des céréales torréfiées, on fait du café avec ça. Parce qu'en fait, on trouve un goût de grillé, tout simplement. Et c'est ça la première accroche qu'on a. Donc effectivement, la note générique de café, elle existe dans tous les cafés. Quand je dis qu'il n'y a pas de goût café, c'est que plus un café est bon, plus il est spécial, plus il a des choses à dire, plus finalement il se part d'atouts, il se part de complexités qui vont l'émanciper de son lui générique. Comme tous nos traits de personnalité qu'on a tous, alors qu'on est tous des êtres humains, etc. Et finalement, c'est un peu ça, la diversité dans le café. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de s'émouvoir de toutes ces différences et dépendre de l'origine, du travail des hommes, etc., etc. Ça, ce serait pour les excellents cafés. Et ensuite, il y a les cafés du quotidien, en fait, comme Viva disait tout à l'heure. Est-ce que, Viva, tu pourrais nous donner quelques exemples de molécules dont tu parlais, qui sont génériques à tous les cafés et qu'on va retrouver dans tous les cafés, qu'ils soient bons, une matière première qui a été notée comme une bonne matière et qu'il soit de l'année, etc. Mais aussi peut-être qu'il soit excellent et peut-être de nous expliquer comment dans cette nouvelle édition ou enfin en tout cas dans cet outil qui est au point maintenant, vous avez enrichi la quantité de propositions justement pour permettre de construire ces échelles, permettre d'établir progressivement sa bibliothèque sensorielle personnelle. Alors, pour ça, je vais reprendre, une fois encore, je rebondis sur toi. Tu vas avoir des bleus. En gros, ce que Pierre explique sur cette espèce de goût commun du café, c'est effectivement, physiquement, chimiquement, issu des arômes qu'on appelle des arômes issus de la réaction de Maillard. Alors, qu'est-ce que c'est que la réaction de Maillard? L'exemple le plus facile à apercevoir, ça va être le caramel. En gros, vous prenez du sucre blanc, qui ne sent pas grand-chose, vous lui apportez une source de chaleur pendant une durée T, et vous allez avoir du caramel. Donc, qui va avoir du goût, un petit côté grillé, un changement de texture, un changement d'état. C'est exactement ce qui se passe lors de la torréfaction du café. Un café vert en soi, vous mettez la main dedans, vous n'allez pas sentir grand-chose. Mais si vous lui appliquez une source de chaleur pendant une durée T, vous allez voir que il va changer de forme, il va changer d'état, il va perdre en eau, en hydratation, et surtout, il va se parer de nouveaux arômes. Donc, le goût commun de ces arômes issus de la réaction de Maillard, ce sont le phénol. Plus un café est grillé, et plus il est amer, ce sont les attributs du phénol. Pourquoi est-ce qu'on a estimé qu'un bon café, c'était le café noir luisant, d'accord ? Parce que, pour une raison très très simple, vous pouvez mettre n'importe quel café, c'est comme quand vous faites un plat et que vous l'avez oublié dans le four, le cramer, quel que soit ce que vous avez mis dedans, ça a toujours le même goût. Donc, qu'est-ce que font les producteurs de café de commodité ? Ils prennent des cafés qui coûtent pas très très cher, ils le torréfient à fond, ça devient brillant, c'est absolument infâme, c'est hyper amer, et on vous vend ça en vous disant « c'est génial, vous sentez la technique italienne, c'est dégueulasse ». Maintenant, à l'intérieur de ces phénols, restez avec moi. Le principe du phénol, c'est que c'est une famille d'arômes. Vous avez de l'acétylphénol, de l'acétylpyrazine, vous avez de l'éthylogénol. Tout ça, je vous mets des mots techniques pour vous faire croire que je suis quelqu'un qui connaît quelque chose. À vrai dire, pas vraiment. Mais le fait est que dans ces familles moléculaires, vous allez avoir différents degrés et différentes représentations. C'est comme ça que, au sein des arômes grillés, vous allez avoir le malt, le cuir, le grillé du café, le grillé de caoutchouc. Vous allez avoir le plastique brûlé. Tout ça, ce sont différentes typicités du même arôme de phénol. Enfin, ou plutôt, de la même famille aromatique phénolique. Maintenant, si on revient à quelque chose que vous avez expérimenté aujourd'hui en vous baladant, vous avez pu constater quand même que, à moins de l'utiliser à titre d'exemple ou de contre-exemple, la plupart des cafés que vous avez pu goûter et voir étaient torréfiés relativement clairs. Et c'est effectivement ce que disait Pierre. C'est que si on n'applique pas une torréfaction trop importante, on décide de prendre le risque de ne pas uniformiser la totalité des goûts du café et donc de laisser place à toutes les spécificités que
que ce soit l'agriculteur, que ce soit la personne qui s'est occupée du traitement post-récolte, donc les différents types de fermentation qui vont être appliqués au grain, que ce soit évidemment le travail du torréfacteur et même en fin de chaîne le travail du barista. Tous ces aspects-là vont permettre de rendre grâce quelque part à l'immense majorité des familles moléculaires que vous allez trouver. Et là, on sort uniquement des phénols. On va arriver dans les aldéhydes. Là, vous allez avoir des choses qui sont relativement fruitées. Les esters aussi sont d'autres types de fruits. Vous avez les furanes. Alors, ça, c'est un truc assez fun. Je prends comme exemple, pour info, que le furanéol, c'est un type de molécule que vous allez trouver à la fois dans la mangue, dans la banane et dans la fraise. Instinctivement, si je vous parle de ces 3 fruits-là, vous allez me dire, bah non, moi, je sais faire la différence. C'est normal. Mais si je vous les mets sous le nez sans vous montrer l'image de ces fruits-là, ça va être très compliqué. Or, quand vous sentez un café, vous allez sentir la molécule. Il n'y a pas d'extrait. On ne met pas d'extrait à l'intérieur des cafés. D'accord? Ou alors c'est autre chose, c'est du sirop. Mais concrètement, vous allez trouver des familles moléculaires que le travail des hommes et des femmes qui ont préparé ces cafés ont décidé de mettre en exergue. Et donc, à partir de là, vous vous rendez compte que le goût général café, il est bien plus riche que simplement le goût du phénol. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que je me suis perdue? Oui, tu as Cool. très bien répondu. Alors, on compte un peu le temps, on va prendre 5 minutes de questions, mais avant ça, je reprends l'intitulé de notre discussion, l'art de déguster un bon café. Donc, on a parlé de la façon dont on va le préparer et on va parler aussi de la façon dont on va le goûter, donc de l'attention et donc de l'intention dans le faire qui aurait été mise auparavant, avec les différentes échelles. Je souhaitais qu'on revienne sur cette histoire de art et de ce qui est l'apport pour toi, ce que tu as découvert en te passionnant pour cette méthode Ibrick. Alors, je spoil the game. Tu m'as parlé de contemplation, de dégustation, et le premier, j'ai oublié. Je me suis emballé, je pense, franchement. L'Ibrick, que vous connaissez peut-être pas tous, c'est cette méthode qu'on appelle aussi Çezve ou café turc, qui consiste à utiliser une flamme. Donc ici, je l'allume avec un petit brûleur. Donc mettre une flamme, mettre du café moulu et un peu d'eau dans un pot qu'on appelle l'Ibrick, le mettre sur la flamme, l'amener à ébullition. Et quand Café turc, c'est pareil, hein? Exactement, ouais, Oui. c'est ça. Café turc, Çezve, café grec, voilà, en fonction de la dénomination. Et quand c'est effectivement à ébullition, on le verse dans la tasse, on attend que ça décante et ensuite on peut le boire quand c'est plus bouillant. C'est une méthode que j'ai découvert il y a quelques années, où je m'en suis passionné. J'ai remporté les championnats de France, puis les championnats du monde. Alexis a été vice-champion de France l'année dernière de cette méthode également. C'est une méthode qui est assez fascinante parce qu'en fait, elle place une notion parfois un peu oubliée dans le café au cœur de l'expérience, c'est-à-dire la théâtralité. Et il y a vraiment une dimension presque un peu spirituelle dans cette manière de faire le café, où on est forcé de prendre le temps. On est forcé d'observer et forcé de constater que c'est quand même assez élégant et assez joli. Et c'est vrai que c'est une méthode que moi j'adore placer au milieu d'un coffee shop. Nos coffee shops modernes, internationaux, où on parle anglais, ou si vous savez pas dire flat white, on vous regarde de travers. Bah là, l'Ibrick, c'est une méthode très ancienne, vraiment à rebours de cette modernité de nos coffee shops et fait avec beaucoup de soin. Ça offre des tasses exceptionnelles et ça nous force à un certain calme et ça nous force à être propice à la dégustation. Et il y a autre chose avec cette méthode qui est très important, à mon sens, et qui en fait son succès, c'est qu'elle force un art de préparer, bien sûr, sinon c'est pas bon, comme toutes les méthodes, mais aussi un art de déguster, parce que si vous n'êtes pas familier avec l'Ibrick, eh bien, par exemple, vous allez vous brûler, parce que vous allez le boire trop vite. Et que c'est une méthode où il faut attendre un certain temps, parce que sinon c'est trop chaud. Si vous la buvez trop rapidement, ou pas avec le bon outil, vous allez avoir des sédiments, du marc de café. Donc en fait, il y a toute une technique, et on est obligé un petit peu de rentrer dans cette notion de l'art de la dégustation, pour être capable de vraiment l'apprécier. Alors que si vous ne vous y intéressez pas, vous risquez au pire de passer un moment moyennement intéressant et au pire de vous faire mal. Merci. Tu veux compléter sur ton expérience de l'Ibrick ou rebondir tout simplement? Bah, en fait, je te rejoins sur le côté art et rituel et c'est hyper technique dans le sens où, et on en avait parlé avec Stavros, c'est la technique la plus dure à réaliser dans le sens où on va utiliser certains aspects de l'espresso, certains aspects du filtre et à la fin on va avoir l'entre-deux. On peut avoir le corps et la longueur en bouche de l'espresso avec la complexité du café filtre. Et je pense que c'est là où tu parlais sûrement de contemplation et moment de dégustation, c'est qu'on est vraiment juste au milieu pour passer un moment un peu hors du temps.
Pour l'anecdote, j'ai eu la chance de goûter ton cocktail signature, je crois, au moment du championnat du monde à Athènes, juste après ton passage. Alors, il est devenu, enfin voilà, il était champion du monde après, donc quand même, il y avait certainement un truc dans l'air, mais j'ai été émue et je pense que il y a eu 2 fois, j'ai 2 souvenirs de café où finalement tu goûtes quelque chose et tu sais pas trop où t'es. Enfin, c'est assez intéressant en fait de voir. C'est pas du tout une madeleine du coup, ça devient vraiment une expérience extraordinaire parce qu'il y a l'intention aussi. Je pense. Enfin, je reviens à cette histoire d'intention, d'attention, etc. Je voulais juste peut-être clôturer avec cette idée. Il y a cette histoire de conscience en fait. Si on dit que voilà, on prépare le bon café, de la bonne façon, etc., on va donc être attentif à différents détails. Ensuite, on va contempler la tasse ou mobiliser, peut-être en fermant les yeux, humer la tasse chaude et cette vapeur qui véhicule toutes les odeurs. Et ensuite, on va certainement se laisser transporter en fait. Et c'est ce temps-là où finalement peut-être assez rapide. L'air est plus chaud. Il y a toute une expérience qui finalement demande juste un petit temps de conscience. Et aujourd'hui, on est habitué à avoir globalement des cafés très accessibles. Et finalement, peut-être que l'art de déguster un bon café va nous permettre de passer d'une consommation peut-être excessive de café, ou en tout cas inconsciente, à une consommation plus consciente dans un contexte où finalement, le café devient plus cher. Pour plein de raisons qui sont très sérieuses, qu'il est absolument indispensable de regarder. Pour des raisons climatiques peut-être aussi, voilà, ou simplement pour des raisons peut-être de santé. Enfin, ça pourrait être plein de raisons. Est-ce que le fait de travailler autant vos sens, de justement entraîner à la fois votre cerveau, votre attention à ce que vous allez sentir, comment ça transforme peut-être ta façon de percevoir tous les autres produits et puis peut-être votre rapport au monde, parce qu'on est dans des mondes saturé d'odeurs. Moi, je pense et ça, c'est un bon moyen, à mon avis, selon mon regard, de différencier le bon du mauvais café. Un mauvais café, c'est un café caféine. C'est le café qu'on boit sans trop se poser de questions. C'est le café, quand on en a pris un, on attend un tout petit peu, on redescend, puis on en reprend un, puis on redescend, puis on en reprend un. Un bon café, c'est un café qui est rassasiant. Il est rassasiant dans le sens où il vient nourrir évidemment notre besoin de caféine, mais il vient aussi nourrir nos sens par sa beauté, par sa complexité, par son goût et par sa longueur en bouche et la sensation qu'il nous délivre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent quand je suis au calme, quand je suis chez moi, quand je me fais un café délicat ou dans un coffee shop où l'ambiance le permet, où c'est pas trop bruyant, c'est pas trop agressif, de boire un café et d'être bien et de ne pas avoir envie d'en reprendre un autre. Parce que tout simplement, j'ai envie de rester là-dessus. Parce que j'ai envie de rester sur cette sensation et je le sens dans mon corps. Finalement, quand on est attentif et que on observe vraiment ce qui se passe après avoir bu un café, on sent des modifications, on sent l'impact de la caféine et on sent tous ces goûts-là et on sent cette modification qui s'opère, l'impact que ce produit a sur nous. Et donc, déguster un bon café, déjà, en se reconnectant à ses sens, ça permet d'en boire moins, c'est vrai, mais à condition de boire mieux. Parce que si on boit pas mieux, si on boit pas bon en tout cas, on contemple une coquille vide. On contemple un ersatz. On contemple un grain générique grillé qui nous donne de la caféine et c'est tout. Mais la caféine, vous le savez, peut-être qu'ici il y a des gens qui boivent beaucoup de café. Nous, par nos métiers, on en boit aussi beaucoup, peut-être trop. C'est pour ça que c'est important parfois de se sevrer aussi. Mais j'ai pu faire des journées en coffee shop, à goûter 300 cafés dans une journée. On peut aller très très loin dans cet exercice-là en s'abîmant. Mais à la fin, on y perd beaucoup. Et on se sent beaucoup mieux, en fait, alors, évidemment, je donne des exemples extrêmes, mais on se sent beaucoup mieux en étant dans l'observation et dans la contemplation de choses sublimes. Et c'est aussi rassasiant. Alors oui, je suis d'accord. C'est difficile de dire plus. Moi, c'est marrant parce que quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'alcool. Souvent, quand j'ai commencé à déguster des whiskies, j'étais partie du principe que j'aimais pas ça. Et c'est concrètement en s'attardant effectivement à comprendre tout ce qu'il y avait, et puis aussi en essayant de ne pas le déguster de la même manière qu'un verre de vin, parce que on passe quand même de 12-13 degrés à minimum 40. C'est sûr que ça se goûte pas de la même manière. C'est un petit peu pareil pour le café. Il y a cet aspect où on va essayer de prendre le temps. Si on le boit directement trop chaud, c'est un petit peu comme si vous preniez un shot de vapeur d'éthanol dans la tronche. C'est quand même pas hyper agréable. Et il y a cette nécessité de faire attention à soi, quoi. Parce que en fait, le café comme l'alcool, ça va vous dégommer le foie si vous faites pas gaffe. Donc, on est obligé
d'utiliser un peu de parcimonie et la seule manière de pouvoir l'apprécier, c'est justement de prendre le temps. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire. En gros, nous, ce qu'on propose aux éditions, ce qu'on va essayer de proposer sur cette idée d'apprendre à sentir des arômes unitaires, vous êtes tous capables de le faire sans avoir besoin de l'acheter. Alors, je pense que mon responsable commercial me serait pas content du tout s'il m'écoutait, mais vous êtes tous à même de vous attacher, de vous attarder à conscientiser ce que vous sentez. Vous marchez dans la rue, vous allez être envahi de plein d'odeurs. Alors, commencez peut-être pas par visiter un Sephora, parce que là, c'est un peu hardcore, mais dans la rue, vous allez avoir certaines plantes, vous allez avoir certaines odeurs moins sympas, mais en fait, simplement en vous disant « Ah tiens, je peux être conscient, attentif à ce moment-là », vous pouvez reproduire cette expérience dans tout ce que vous allez déguster. Et prendre conscience que tout notre univers est signe olfactif aussi, et signe visuel, et qu'on vit dans un monde, en tout cas, très abondant, entre guillemets, quoi. Alexis. Et du coup, pour finir, moi j'aimerais juste ajouter, que ce soit seul ou à plusieurs, le café se doit d'être remis au centre, entre guillemets, d'un repas, ou en tout cas comparé au mets, parce qu'aujourd'hui le café c'est soit le coup de boost du matin, comme tu disais Pierre, soit souvent l'après-repas pour repartir sur l'après-midi. Et en fait, si on prend le temps, encore une fois seul ou avec des amis, si on aime bien le partager, ce moment de plaisir, ça permet de boire moins mais boire mieux, et de prendre conscience de ce qu'on boit, et du coup de toujours aller plus loin. Et une fois qu'on a compris ce qu'est un café de spécialité, la complexité que ça peut avoir, je pense qu'on revient un peu en arrière, et la consommation excessive commence à diminuer, on s'oriente plus sur de la qualité, et ça fait du bien à toute la filière au final. Puis peut-être que l'art de déguster un bon café, c'est aussi l'art de le partager, pas seulement avec celui qui l'a préparé, mais aussi avec, en groupe, et de pouvoir tout simplement en parler, et puis ensuite de parler d'autres choses. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous aura éclairé et que ça vous donnera envie aussi de savoir mettre de l'attention et de l'intention dans ce que vous consommez, pour tout le sens qui est véhiculé derrière ce produit, toutes les personnes qui le cultivent, toutes celles qui y travaillent, et tous les échanges internationaux et culturels que cette boisson permet. Et bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.